La paisible localité de Washington, au New Jersey, est située à 1 heure de route au sud de New York. Ici, les crimes se limitent aux fraudes et à des infractions au code de la route, ou du moins, c'était vrai par le passé. Jeudi 12 septembre 1985. Sarah Marston, âgée de 16 ans, rate son autobus après l'école. Il faut compter un peu plus d'1 heure à pied pour parcourir les 5 kilomètres qui la séparent de chez elle. Mais elle n'arrivera jamais à la maison. Commence alors le mystère le plus important que la petite ville ait jamais eu à affronter. Il ne sera résolu que lorsqu'une voyante se joindra aux policiers pour les aider à trouver un criminel jusque-là insaisissable. En 1985, dans une région rurale du New Jersey, Sarah Marston rate son autobus et doit rentrer chez elle à pied. Mais elle ne se rendra jamais. Les parents de Sarah vérifient auprès de tous ses amis, mais personne ne l'a vue. Le soir même, ils téléphonent à la police. Cette situation est anormale. Les policiers reconnaissent le visage de Sarah sur sa photo, comme nous le raconte le détective Gary Miko de la police de Washington Township. Tous les jours, elle traversait la rue à un passage protégé pour écoliers, sous la surveillance d'agents. On la voyait donc très souvent. C'est lors de ces brèves rencontres le matin et l'après-midi qu'on avait pu constater que c'était une jeune fille charmante. On fouille la chambre de la jeune fille à la recherche d'indices, mais sans succès. Les seuls effets qui manquent sont les vêtements qu'elle portait le jour de sa disparition et les livres qu'elle a apportés à l'école. On interroge sa famille et ses amis, mais on n'obtient pas de pistes solides. Tous s'entendent pour dire que Sarah est une enfant obéissante, intelligente et responsable, et qu'elle n'a pas du tout le profil d'une fugueuse. La police et des secouristes ratissent ensuite le Sentier des Patriotes, un sentier bien connu des résidents de la petite ville, de même que les bois qui l'entourent. Peut-être Sarah est-elle blessée et a-t-elle besoin de secours? Mais on ne trouve aucune trace d'elle. Les policiers cherchent également des témoins sur Fairview Avenue que Sarah aurait normalement dû emprunter pour rentrer chez elle. De nombreuses personnes l'ont vue marcher sur cette avenue. Ils la connaissaient et l'ont reconnue. Elle avait donc eu l'intention de rentrer chez elle, mais ne s'y était jamais rendue. Le détective Miko interroge les employés d'une station-service qui pourrait disposer d'informations plus précises. Ces employés font des tests sur route des autos qu'ils ont réparées. Toute la journée, ils empruntent Fairview Avenue. Ils étaient donc ceux qui avaient le plus de chances d'avoir aperçu la jeune fille. Miko obtient alors sa première piste en apprenant qu'il y a une voiture vraisemblablement abandonnée sur Fairview Avenue. J'ai interrogé le propriétaire de la station-service à ce sujet. Non seulement s'est-il rappelé qu'une voiture était garée près de son commerce depuis un certain temps, mais de plus, il savait à qui elle appartenait. C'était le véhicule de Michael Manfredonia, un de ses ex-employés. Le propriétaire déclare que Manfredonia est venu l'après-midi de la disparition de Sarah. Il voulait qu'on effectue des réparations sur sa voiture en panne, garée plus loin sur l'avenue. Il avait été mis à la porte peu de temps auparavant et on ne l'avait plus revu. Le propriétaire explique au détective qu'il a renvoyé Manfredonia parce que celui-ci a volé un détecteur de radar. Je ne savais rien de ce Michael Manfredonia. Quand j'ai découvert qu'il vivait à Chester, je suis retourné au poste et j'ai appelé la police de ce comté pour obtenir des renseignements sur lui. Je voulais aller chez Manfredonia pour lui demander s'il avait vu la jeune fille. Manfredonia, âgé de 19 ans, facilite les choses pour le détective. Il se trouve déjà au poste de police de Chester, où il effectue des travaux communautaires suite au vol du détecteur de radar. Miko se rend sur place pour l'interroger. Je lui ai parlé comme un témoin éventuel de ce qui était arrivé. J'espérais qu'il ait vu quelque chose. Il m'a alors donné une déposition verbale selon laquelle il était allé au magasin près de l'école pour s'y acheter des cigarettes et une boisson gazeuse, si ma mémoire est exacte. En revenant, il avait constaté que sa voiture ne fonctionnait pas normalement et il s'était dirigé vers l'atelier de mécanique. Selon sa version, sa voiture était tombée en panne avant qu'il n'arrive.
De fait, elle s'était mise à reculer alors qu'il s'apprêtait à monter une côte. Il avait alors marché jusqu'à la station-service où le propriétaire avait refusé de l'aider et lui avait demandé de quitter les lieux. Manfredonia déclare qu'il s'est promené dans le boisé longeant Fairview Avenue pendant 3 heures, mais qu'à aucun moment il n'a vu Sarah. Il a réussi à faire redémarrer sa voiture et il est rentré chez lui. Manfredonia accepte d'accompagner Miko au poste de police de Washington pour y faire une déposition en bonne et due forme. Au même moment, à 15 km de là, la voyante Nancy Orland Weber entend parler de l'affaire. Une de mes clientes m'a appelé pour m'apprendre qu'une jeune fille, qui vivait dans le même pâté de maison qu'elle, était partie de son école mais qu'elle n'était jamais arrivée à la maison. Elle était morte d'inquiétude et m'a demandé de faire quelque chose. Nancy demande une photo de Sarah. En la voyant, elle a une réaction intense et s'empresse d'appeler la police. Je leur ai dit que je venais de voir la photo d'une jeune fille disparue dans une autre ville et que, selon moi, elle était morte. Un jeune homme de 19 ans l'avait tuée après l'avoir entraînée de force dans les bois. Il aimait regarder les filles et il l'avait vue rentrer en autobus chez elle à plusieurs reprises. Il travaillait dans une station-service et cette jeune fille était très populaire à son école. Je croyais que ce jeune homme, lui, avait plutôt été un enfant rejeté par ses pères. Nancy ignore qu'elle décrit Michael Manfredonia et que celui-ci est interrogé au même moment. Manfredonia nie avoir vu la jeune fille. Sa voiture était garée à environ 1 kilomètre de la maison de Sarah. Normalement, elle aurait dû passer devant le véhicule. De témoin éventuel, Manfredonia devient bientôt un suspect. Le détective ne croit pas une seconde à cette histoire de voiture en panne qui a miraculeusement redémarré. Comment peut-on imaginer qu'une voiture qui s'arrête et ne peut même pas monter une côte redémarre ensuite sans problème 3 heures plus tard? C'était difficile à croire. J'ai demandé au suspect de me décrire tout cela dans une déposition écrite très détaillée. Miko consulte alors son superviseur, le sergent détective George Duker, qui, tout comme lui, doute de la version du suspect. Ce n'était pas complètement impossible. Mais son histoire de voiture tombée en panne de cette façon et qui redémarre ensuite après qu'il ait marché dans le bois, c'était plutôt difficile à avaler. L'intuition du policier va dans le sens de ce qu'affirme Nancy. De nombreux enquêteurs talentueux sont en fait des personnes dotées de pouvoirs paranormaux. Ils peuvent même voir des scènes mentalement ou trouver des mots ou des noms comme jaillis de nulle part. Ils savent aussi quand quelqu'un leur ment. Pendant que Manfredonia donne sa déposition, Miko reçoit le message de Nancy selon lequel elle dispose d'informations sur l'affaire. Quand quelqu'un s'offre à m'aider, je suis toujours ouvert. Je l'ai donc appelée. Et je lui ai demandé quelles étaient les informations dont elle disposait. Nancy commence par lui dire ce qu'il redoute le plus. Sarah est morte. Elle lui raconte sa vision et lui parle du fait qu'elle croit que le meurtrier s'appelle Michael, qu'il aime regarder les femmes et qu'il a travaillé dans une station-service. Je me suis alors rendu compte que cela correspondait à l'individu qui se trouvait dans la salle d'interrogatoire. C'était sa description en tout point. J'étais impressionné, d'autant plus que nous n'avions pas divulgué ces informations publiquement et que personne ne savait qu'il était au poste. Personne n'était au courant, absolument personne. La police ne peut toutefois pas faire inculper Manfredonia sur la base des révélations d'une voyante. On n'a toujours pas trouvé de preuve qu'un crime a été commis ni retrouvé Sarah. On ignore ce qui est advenu d'elle. Les détectives sont amèrement déçus. 24 heures s'étaient écoulées depuis sa disparition. Nous étions alors au milieu ou à la fin de l'après-midi du jour suivant. On ne savait toujours pas où elle était. On détenait provisoirement un témoin qui pouvait avoir été mêlé à l'affaire. Mais rien ne prouvait qu'il s'agissait d'une affaire criminelle. C'était ça qui compliquait les choses. Les policiers retiennent Manfredonia aussi longtemps qu'ils peuvent le faire sans porter d'accusation contre lui. Mais à 4 heures du matin, ils sont contraints de le relâcher.
Je me rappelle clairement ce moment, c'est comme si c'était hier. Gary Micko et moi l'avons accompagné chez lui, la mort dans l'âme, parce qu'on était convaincus qu'on était à 2 doigts de découvrir ce qui s'était passé. Mais on devait le laisser aller. Leur meilleur atout pour dénouer l'affaire Sarah Marston vient de leur glisser des doigts. Mais bientôt, une découverte surprenante et les visions d'une femme dotée de pouvoirs paranormaux mettront la police sur sa piste. Suite à la disparition de Sarah Marston à Washington Township dans le New Jersey, le témoin principal devient le suspect numéro 1. Même si la voyante Nancy Orlen Weber a eu la vision d'un meurtre, aucun indice ne laisse présumer qu'un crime a été commis. Voici le sergent détective George Duker. Il ne s'agissait pas encore d'un crime. Une des choses qui me préoccupait beaucoup, cependant, c'était le fait que lorsqu'on avait signalé sa disparition, on n'avait pas retrouvé ses livres d'école. Il ne pouvait donc pas s'agir d'une fugue parce que les jeunes qui décident de partir n'emportent jamais leurs livres. Après avoir relâché Michael Manfredonia, les enquêteurs poursuivent les fouilles dans le boisé près de l'endroit où il a garé sa voiture. Mais en raison de l'obscurité, ils ne trouvent rien. Le détective Gary Micko craint le pire. Dans ces cas-là, les cheveux se dressent sur notre tête. On voit bien que la situation est anormale et qu'on doit redouter le pire. On doit donc agir en conséquence. Le lendemain, on reprend les recherches dans le secteur où Sarah a été vue pour la dernière fois. 5 équipes ratissent les bois et trouvent enfin des indices. Il est 10h30 quand une des équipes trouve une paire de chaussures de fille. Et enfin, un sac à main. Quand le sergent détective George Duker reçoit le message fatidique des équipes de recherche, il reprend espoir. Quand les policiers nous ont appelés pour nous annoncer qu'ils l'avaient trouvée, j'ai pensé sottement, « Oh, ils l'ont trouvée, c'est donc qu'elle est encore en vie et qu'elle a, au pire, une jambe cassée. » Je me disais qu'on allait la sortir de ce boisé, la ramener chez elle et que tout rentrerait dans l'ordre. Mais évidemment, ce n'était pas le cas. Près des chaussures et du sac à main, les policiers ont trouvé une tombe peu profonde. Sarah a connu une mort violente. Elle a été poignardée à plusieurs reprises. C'est une perte tragique pour la population qui espérait qu'on la retrouverait saine et sauve. Avec le corps trouvé à cet endroit, les soupçons pèsent de plus en plus sur Michael Manfredonia. On a trouvé Sarah à 30 ou au maximum 60 mètres de l'endroit où était garée la voiture de Manfredonia. Maintenant qu'on savait qu'on avait un crime sur les bras, le suspect qu'on détenait n'était plus là. Après avoir pris tout le temps nécessaire pour fouiller la scène du crime, il fallait retrouver ce suspect. On a donc mis sur pied une importante opération de recherche. Mais Manfredonia a eu le temps de disparaître. À un certain moment de la soirée, il a quitté sa maison située sur la route municipale. Derrière chez lui se trouvait un immense dépotoir de plusieurs hectares, tout en collines et en vallées. C'était par là qu'il était allé. Au cas où Manfredonia réapparaîtrait, les policiers mettent sa maison sous surveillance. Le médecin légiste, qui autopsie la jeune fille, conclut qu'elle a été violée et poignardée à plus de 20 reprises. Son assaillant a agi avec une rage meurtrière. Nancy Orlen Weber croit savoir pourquoi. À ses yeux, elle représentait tout ce qu'il faisait sentir, lui, anormal et étrange. Il était rejeté de son groupe, alors qu'elle vivait exactement la situation inverse. Une innocente jeune fille a été tuée, sans doute simplement parce qu'elle était naïve. Pendant qu'on poursuit les recherches pour trouver Manfredonia, les enquêteurs tentent de trouver des indices de sa culpabilité. J'ai alors rencontré cette femme qui avait emprunté Fairview Avenue ce jour-là et qui avait dépassé la victime qui marchait en direction de chez elle. Environ 30 mètres plus loin, elle a vu Michael qui marchait en direction de la victime. Elle le connaissait bien parce qu'il avait travaillé à la station-service du coin. C'était notre premier témoin important qui affirmait que le suspect et la victime s'étaient trouvés près l'un de l'autre. La police croit que Manfredonia a tué Sarah. On présume également qu'il se terre quelque part dans le vaste dépotoir derrière chez lui.
On a fouillé le dépotoir à l'aide de chiens renifleurs, d'hélicoptères, d'agents de police et de volontaires. On avait mobilisé toutes nos forces. Beaucoup de gens de la communauté ont participé aux recherches, mais malheureusement, on a été incapable de trouver le suspect. C'était très décevant. Après plusieurs heures de recherche, les enquêteurs trouvent enfin un endroit où le suspect semble être resté pendant quelque temps. Ils y recueillent des mégots de cigarettes de la marque que fumait Manfredonia, un nœud coulant fait de fil électrique et une lettre de suicide. Mais on n'a toujours pas retrouvé Manfredonia. L'instinct de Miko l'incite à demander de l'aide à Nancy Orlen Weber. Je me suis dit, pourquoi ne pas appeler Nancy et voir ce qu'elle pourra tirer de tout ça? Jusque-là, sa feuille de route était sans faute. J'espérais que cela se poursuivrait. L'enquêteur Miko rencontre Nancy ce soir-là. Jusque-là, ils ne se sont parlé qu'au téléphone. On a échangé pendant quelques minutes. Je lui ai ensuite montré le nœud coulant. Nancy avait demandé à l'enquêteur de lui apporter un objet auquel le suspect avait touché. Elle commence alors à décrire en détail l'affaire, de même que la scène du crime, informations qui n'ont pourtant jamais été divulguées au public. Elle déclare ensuite qu'elle croit savoir où se trouve le suspect. Elle a alors déclaré qu'il se trouvait en haut d'une colline et qu'il était entouré d'herbes hautes. Il voyait les policiers à sa recherche et il pouvait également voir sa maison. Autour de cette colline se trouvaient des bassins d'eau et des réservoirs. Nancy parvient à établir le contact avec le suspect grâce au nœud coulant qu'il a fait. Je sentais qu'il fallait que je le suive et que je ne le perde pas, parce qu'il détenait les réponses à toutes nos questions. Tout en manipulant le nœud coulant, elle a dit qu'il voulait rentrer chez lui. Il avait l'air drogué. Il avait pris quelque chose et il n'était pas dans son état normal. Et elle a ajouté, « Vous allez bientôt l'arrêter, je le sens. » Exactement au même moment, le suspect passe à l'action. Il entre furtivement chez lui, ignorant que sa maison est toujours sous surveillance. Il est prêt à mettre fin à sa cavale pour toujours. Mais celle-ci ne se terminera pas de la façon dont il l'avait envisagée. Dès qu'elle a dit qu'on allait bientôt lui mettre le grappin dessus, la radio s'est mise à fonctionner et un détective a dit à toutes les unités que le suspect se trouvait dans la maison. Manfredonia est rentré chez lui. Il est drogué, exactement comme l'avait prédit Nancy Orlen Weber. Il avait absorbé des médicaments en vente libre contre la grippe, peut-être pour se suicider. On l'a immédiatement fait sortir de la maison, fait monter à bord d'une voiture de patrouille et conduit à l'hôpital. 3 longues journées après la mort tragique d'une jeune fille, le suspect est finalement en détention et accusé de meurtre. Le détective Miko va voir la dernière cachette de Manfredonia afin de vérifier si les informations fournies par la voyante sont justes. Je suis retourné dans le secteur quelques jours après son arrestation. J'ai trouvé l'emplacement exact que m'avait décrit Nancy. Je suis monté sur la colline. Tout en haut, certaines herbes hautes avaient été écrasées. Il y avait des mégots de cigarettes, des canettes vides dispersées ça et là. Je me suis alors relevé et j'ai pu voir sa maison. En regardant en contrebas, j'ai aperçu des réservoirs et des bassins d'eau. C'était là qu'il s'était caché. Et c'est exactement comme ça que Nancy l'a décrit. Elle était très précise. Toutes ces informations étaient correctes. Cela ne nous a pas permis de résoudre cette affaire parce que de notre côté, nous travaillons également très fort. Mais tout ce qu'elle a dit s'est effectivement passé comme ça. Je crois que les autorités policières seraient stupides de ne pas écouter ce que ces médiums ont à dire. Disent-ils la vérité? Sont-ils tous honnêtes? Sans doute pas. Mais c'est notre boulot de séparer le bon grain de l'ivraie et de tirer le meilleur parti des informations qu'ils nous donnent. Vous savez, nous ne sommes pas des mutants. Nous sommes simplement des êtres humains dont les antennes captent plus de choses. Si l'on peut faire quelque chose pour aider la police, ce serait idiot de ne pas faire appel à nous. Le 16 septembre 1985, Michael Manfredonia a avoué avoir tué Sarah Marston. Il a été condamné à la prison à perpétuité. Personne ne sait vraiment pourquoi il a fait ça.